Merci beaucoup Serge. Je me disais que ça serait intéressant de prendre des questions avec Alexandre après l'intervention d'Alexandre parce que ça fait sens en fait. Parce que justement, Alexandre derrière va nous raconter comment faire autrement avec de l'open source et produire de la valeur, notamment autour de l'IA. Merci Sophie. Bon, en attendant que les slides s'affichent, je suis donc Alexandre Zapolski, je suis le fondateur et le président de l'Inagora, qui est une des plus anciennes entreprises françaises, européennes dans le domaine du logiciel libre. Un grand merci à la Chambre de commerce et d'industrie de m'accueillir. Merci à vous toutes et tous pour votre attention. Un grand merci à Sophie de nous avoir proposé d'intervenir. Bon, et donc, je vais essayer effectivement de vous parler très rapidement de ce qu'on fait, nous, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Quand je dis nous, ce n'est pas uniquement l'Inagora, c'est une communauté qui s'appelle OpenLLM France, qui est, par contre, une communauté que nous avons lancée il y a un peu plus d'un an. Et je crois qu'elle mérite votre attention, en particulier parce qu'elle vient d'être lauréat d'un appel à projet important, France 2030, dont l'objectif, c'est justement de créer des IA génératives dédiées au monde de l'éducation. Je vous parle de ça donc dans cette présentation. L'Inagora, voilà, c'est une entreprise qui a presque un quart de siècle. Je passe en fait très vite sur ces sujets-là. On est, nous, des adeptes de ce qu'on appelle la good tech, et voire même la good tech for good, hein, en bon français. Alors je ne savais pas qu'il fallait que je mette les slides en français, donc moi j'ai réutilisé voilà, des jeux de slides qu'on utilise couramment en anglais, puisqu'on est plutôt une boîte internationale. Enfin, on est très actif en France, mais vous l'avez vu, on a une présence un peu partout sur la planète. Et qu'est-ce qu'on appelle la good tech? Ça va parler à notre ami Serge, parce qu'il essayait de faire le pont entre logiciel libre, commun numérique, éthique, etc. Alors nous, la good tech, c'est simple, c'est ce qu'on appelle la tech, justement, éthique, durable, responsable, inclusive et open source. Donc on a essayé d'imaginer un concept qui rassemblerait la bonne tech, la bonne technologie, versus la bad tech. Et là, vous avez en fait de très nombreux exemples. C'est une photo que vous voyez à droite, prise dans notre fameuse Villa Good Tech. D'ailleurs, j'invite la CCI, la prochaine fois que vous voulez organiser quelque chose, je vous embarque du côté d'ici les Moulineaux, sur l'île Saint-Germain. Vous verrez, hein, c'est quand même plus vert, c'est plus sympa. Et donc l'Inagora, c'est une boîte qui porte plein de valeurs, mais j'ai pas le temps en fait de vous parler de ces sujets-là, et dont le cœur en fait d'activité, c'est justement de faire avec les autres, de rassembler, de créer des communautés. Et donc on est un acteur du domaine du logiciel libre. Donc nous, on est des tenants de la ligne pure, de la ligne la plus rigoriste en fait du logiciel libre. On fait la ligne de Richard Stallman, donc on croit que les logiciels libres doivent être disponibles effectivement pour tout le monde, sans restriction d'usage, et qu'on doit permettre à tout le monde de pouvoir les utiliser, les modifier, les redistribuer. Donc tous nos logiciels sont sous des licences Affero GPL 3, si possible, parce que c'est la plus conservatrice, c'est celle qui oblige le plus à remettre dans le pot commun. Donc on est très rigoriste de ce côté-là. Et pour autant, ça n'empêche pas que l'Inagora, ça soit la plus importante entreprise du domaine du logiciel libre et open source en France. Et donc ça montre qu'on peut conjuguer un engagement éthique, des valeurs, de vraies convictions, et un modèle où on défend le libre et les communs numériques, tout en développant en fait une activité économique. Et d'ailleurs, Serge, il ne faut pas opposer à mon avis les deux. Je sais bien que la plupart des entreprises s'intéressent qu'au fric, hein, c'est ce que tu disais, mais il y a des entreprises, et y compris des entrepreneurs, qui ne s'intéressent pas qu'au pognon, qui portent en fait des valeurs, et pour lesquelles les choses dans la vie qui ont de l'importance, c'est beaucoup plus l'impact que vous pouvez avoir. Et moi, j'ai fait le choix de créer une entreprise, d'en être son fondateur, son président, et de consacrer ma vie à mon entreprise, pour avoir de l'impact, et non pas pour, je sais pas quoi, acheter des Ferrari ou faire des trucs qui n'ont aucun sens. Et donc, quand est arrivé le sujet de l'IA, alors en réalité, ça fait des années qu'on investit dans le domaine de la voix, et donc on a notamment un outil, si ça vous intéresse. Je ne sais pas quel est votre degré de maîtrise des sujets numériques. Est-ce que vous diriez que vous êtes sur une échelle 0, vous connaissez absolument rien, et 20, vous êtes Elon Musk, vous êtes au-dessus de 10, il y a combien de personnes au-dessus de 10? Alexis, tu lèves la main quand même, hein? Bon, d'accord, donc vous êtes plus... Bon, ok, ça me permet Bon, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails.
Mais juste, je le mentionne, donc on a, nous, développé un outil qui s'appelle Linto, vous l'avez vu, je l'avais affiché juste avant, qui est un outil de transcription de la voix. Donc quand je vous parle, on pourrait en fait avoir un petit Linto qui tourne et qui permettrait de transcrire tout ce que je suis en train de raconter. Et puis ça permet de faire des résumés automatiques et ça permet de faire des sous-titrages. Donc par exemple, en termes d'inclusion numérique, on pourrait avoir, au moment où je vous parle, effectivement un sous-titrage automatique qui se met en place. Et Linto, ça commence vraiment à trouver son marché puisqu'on déploie ça à la Commission européenne pour les 1100 salles de réunion à la Commission européenne. Bah oui, la Commission européenne, leur premier métier, c'est de réunir des gens et de faire des réunions. Et donc, quand le phénomène ChatGPT est apparu, on s'est dit, mais comment nous, on peut agir par rapport à ce phénomène-là, et donc avec notre ADN de boîte du logiciel libre. Et donc notre conviction, celle notamment de Michel Marie, qui est mon associé, qui est le cofondateur de l'Inagora, c'était de dire, mais la première des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est de créer une communauté. Et donc on a écrit un manifeste que vous retrouverez en ligne, et dans lequel on a expliqué pourquoi il fallait que dans le domaine de l'intelligence artificielle, on dispose d'IA réellement open source. Pourquoi ça avait des conséquences? Ça c'est pareil, le sujet est passionnant. L'IA c'est de la langue c'est de la culture, c'est des civilisations. Bref, si on n'utilise que des gigamodèles, OpenAI, les outils de Microsoft, Copilot, les outils en fait des GAFAM, eh bien on va perdre une bonne part de notre culture et de notre civilisation. Des exemples? Bon allez, je ne résiste pas à vous en donner un ou deux. Par exemple, si vous demandez à Llama, qui est soi-disant un modèle open source fait par Meta, la recette du cassoulet toulousain, il va vous la donner, mais la façon dont il va vous la proposer, elle est inspirée d'une recette d'une influenceuse new-yorkaise. Et ben, je peux vous assurer que si vous faites le cassoulet toulousain ou le bœuf bourguignon façon Llama 3, ça ne va pas du tout ressembler au bœuf bourguignon que faisait votre maman ou votre grand-mère. Et bon, et donc on pourrait effectivement en rire, mais la réalité c'est que la nourriture, surtout en France, on le sait bien, ça fait partie de la culture, ça fait partie de la civilisation. Et donc, imaginez à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, si on ne sait plus comment en fait on fait des recettes. Et puis sur d'autres enjeux plus par exemple géopolitiques, eh ben, vous avez des IA, quand vous leur demandez quelle est la capitale par exemple de Taïwan, sa réponse c'est à cette IA, ben oui, c'est Pékin. Parce que, alors notamment cette IA, alors ça a été corrigé depuis, c'est Falcon, c'est une IA des Émirats Arabes Unis. Et donc, dans la culture des Émirats, Taïwan, c'est une province en fait chinoise, et donc il n'y a pas de doute, la capitale de Taïwan, c'est bien évidemment Pékin. Mais ça se répète sur d'innombrables sujets. Les îles Paracel pour les Vietnamiens, pour la plupart des IA, elles sont chinoises. Allez dire ça en fait à un Vietnamien, vous ne repartirez pas du Vietnam. Allez voir en fait des Marocains et posez-leur et demandez de poser en fait une question à une IA et de savoir s'ils sont d'accord que finalement le Sahara occidental soit algérien et pas marocain. Je peux vous assurer que c'est absolument inacceptable pour un Marocain. Pour un Américain, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, il ne sait pas trop où est le Maroc, est-ce que c'est en Asie, est-ce que c'est en Amérique du Sud. Mais naturellement, pour la jeunesse marocaine, ça pose en fait une difficulté. Et donc vous voyez bien que dans le cadre du domaine en fait de l'éducation, ça peut bien évidemment poser en fait des problèmes absolument majeurs. Et donc il faut qu'on ait des IA qui portent nos valeurs, qui portent notre culture, qui portent en fait notre civilisation, la nôtre, la française, nos valeurs européennes. Bon, et puis qu'ils soient capables, y compris, pourquoi pas demain, de prendre en compte les langues, y compris régionales, voire les langues locales, parce qu'on parle toujours des grandes langues nationales. Donc dans l'AMA 2, le grand modèle de Meta, il y a 0,2% de français, 0,16% d'allemand. Donc naturellement que les datasets qui ont été utilisés, hein, les poids que je vous donne, c'est le poids des datasets utilisés. Naturellement que vous allez trouver très peu de la culture française ou très peu de la culture allemande dans ces modèles-là. Mais encore moins de culture bretonne ou de culture provençale ou de culture du sud-ouest. Et encore moins de cultures indigènes qui sont complètement masquées et invisibilisées à l'intérieur de ces grands modèles. Donc l'IA, c'est un sujet culturel. L'IA, c'est un sujet civilisationnel, ce n'est pas qu'un sujet technologique. Et donc, face à ce défi-là, nous, on a expliqué qu'il fallait des IA de confiance, maîtrisables, qui reflètent notre culture et notre civilisation. Et donc, on a lancé ce manifeste et on a expliqué
qui veut bien nous aider à faire ce projet-là. Et donc aujourd'hui, cette communauté, elle est tout simplement forte de plus de 750 chercheurs et ingénieurs. Ça en fait la première communauté francophone dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors je sais bien que les ministres, ils aiment aller inaugurer les laboratoires des GAFAM. Tout le monde s'est précipité pour aller inaugurer le laboratoire de Google, qui promet un jour 300 employés dédiés à l'IA en France. Mais la réalité, c'est que les forces vives françaises qui fabriquent des IA pertinentes, elles sont dans OpenLLM France. Et donc, si certains d'entre vous s'intéressent à ces sujets-là, regardez. Donc, il y a y compris des gens qui ne sont pas des ingénieurs, qui sont des gens qui s'intéressent aux datasets, à la façon dont on peut mettre en commun en fait ces datasets, comment on peut les améliorer. Parce qu'une bonne IA, c'est quoi? C'est notamment des bons datasets. Donc nous, c'est notre conviction profonde, c'est qu'il faut surtout qu'on ait des datasets de qualité pour pouvoir faire en fait des bonnes IA. Et donc, ça je vous ai à peu près expliqué tout ça. Donc nous, on travaille, et donc dans cette communauté OpenLLM, on a presque toute la recherche publique, le CNRS, l'INRIA, et puis les acteurs spécifiques du monde de l'IA, donc le GENSI, qui opère les fameux grands clusters français, dont le fameux GENSE, qui est en fait ce supercalculateur qui nous permet d'entraîner nos intelligences artificielles, et puis les laboratoires spécialisés comme l'IDRIS, le LIX en fait de Polytechnique, etc. Et donc on travaille avec tous ces gens-là, et c'est comme ça en fait qu'on y arrive. Alors vous m'avez entendu parler de modèles d'IA réellement open source. Cet élément-là pour nous, il a une importance parce que aujourd'hui, comme c'était le cas il y a 30 ou 40 ans de ça, avec le bio, il y avait beaucoup de bio-washing. Tous les industriels avaient compris que quand ils mettaient bio sur le package, sur la brique de lait, ça permettait de plus facilement vendre sa brique de lait. Et puis donc, il a fallu organiser tout ça, il a fallu dire qu'est-ce qui était réellement bio, il a fallu créer en fait une politique agricole commune pour leverager en fait le développement de l'agriculture bio, etc. On est exactement à ce point de rupture aujourd'hui. On a besoin, il y a beaucoup d'acteurs industriels qui mettent de open quelque chose sur le nom en fait de leur société ou dans leur offre. La meilleure d'entre elles, c'est OpenAI, dont le projet effectivement originel, c'était de créer des IA open source, etc. Et puis Sam Altman, alors lui, Serge, il fait partie de ces entrepreneurs qui, attirés par l'odeur du pognon, a complètement changé, viré de direction et allé en fait s'associer avec Microsoft. Et donc, et prendre l'argent où l'argent était et à fermer en fait le modèle OpenAI, mais n'empêche que le nom reste. Et donc, en toute bonne foi, moi je suis convaincu qu'il y a des gens qui utilisent OpenAI en pensant que c'est quelque chose de plutôt positif, OpenAI, etc. OpenAI, c'est le mal absolu. Bon, je simplifie, mais vous m'avez compris. Et donc, plein de gens utilisent en fait cette notion open source, sans pour autant que leur modèle soit réellement open source. Ce que nous, on appelle réellement open source, c'est simple, on a 3 critères. Le modèle doit pouvoir être utilisé sans restriction, c'est simple. Alors que la plupart des modèles aujourd'hui vous interdisent d'utiliser leur modèle pour un usage commercial, alors ils sont tous open science, ça plaît bien aux scientifiques, les scientifiques sont contents, mais en réalité ça ne permet pas tout un tas d'externalités positives, ça ne permet pas aux pays en développement d'adopter en fait ces logiciels, etc. Deuxième élément, deuxième critère, c'est qu'il faut que les méthodologies qui permettent d'entraîner une IA réellement open source, cette méthodologie soit totalement transparente et partagée. Et donc là c'est pareil, la plupart jouent en partie le jeu, ils publient ce qu'on appelle les poids d'entraînement. Ce sont des modèles qu'on appelle open weight, mais ils ne donnent jamais la recette secrète, bien évidemment, puisqu'en fait, ils veulent créer une dépendance vis-à-vis des utilisateurs. Nous, chez nous, rien de tout ça. Totale transparence. Et troisième élément, permettre, et ça c'est un vrai débat, hier soir encore, on était avec le directeur de Open Source Initiative, qui est le haut niveau mondial, l'organisation qui dit ce qu'est open source et pas open source. Et on en est presque venu, alors pas au couteau, mais à la cuillère, parce que même l'Open Source Initiative est obligée de faire des compromis. Nous, on est radical sur le sujet. Ce qu'on dit, c'est que pour qu'une IA soit réellement open source, il faut aussi fournir les datasets sous des licences qui permettent un réentraînement du modèle. Donc on est effectivement considérés comme des gens assez rigoristes. On est finalement des sortes de moines soldats du logiciel libre. Et donc la bonne nouvelle, alors ce que je vous disais, c'est que quand on tient compte de ces 3 critères, c'est simple, il n'y a pas de modèle réellement open source qui existe.
Vous entendez régulièrement parler de Mistral, certainement, hein. Très belle start-up française qui vient encore de lever 600 millions d'euros. Bravo à eux, des collègues entrepreneurs qui réussissent, tant mieux, c'est des Français, c'est des Européens. Félicitations. En partie, ils font de l'open weight, de l'open science, etc. Mais selon nos critères, Mistral ne fait pas réellement du logiciel libre, de l'IA réellement open source. Et donc, ça ne peut pas être des partenaires pour construire des systèmes de confiance sur le moyen, sur le long terme, des systèmes dits de souveraineté numérique. Et donc, face à cet environnement où il n'existe pas de solution, eh ben, il ne s'agit pas de désespérer, il s'agit de se retrousser les manches. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a un premier modèle dont l'entraînement a commencé. Alors, ce premier modèle, eh ben, on lui a donné le nom de Lucie. C'est un peu, finalement, ça va être l'ancêtre de tous les autres modèles d'IA open source, notre Lucie. Et donc, l'entraînement a commencé. 1 million d'heures d'entraînement. Hein, donc, ça veut dire que le Jean Zé, pendant 3 mois, il tourne pour entraîner, en fait, cette IA. 160 milliards de paramètres, qu'avec des datasets publics, sous licence, en fait, open source. Et donc, il faut attendre un petit peu, parce que c'est la particularité des IA. Hein. Vous appuyez sur un bouton, et puis l'IA est entraînée sur ces datasets. Et donc, fin septembre, on verra si cette Lucie est vraiment intelligente. Mais bon, d'après nous, elle devrait l'être. Et donc, d'ici fin septembre, on devrait en fait avoir enfin une IA réellement open source. Juste pour mentionner un point que OpenLLM France, bien sûr, s'étoffe et est en train de développer ça à l'échelle européenne. Et puis je vous ai mis ça aussi parce que vous récupérerez, il y a un QR code qui vous permet d'aller directement sur le Discord, si ça vous intéresse, pour participer en fait à cette communauté. On vous laissera bien sûr les slides, ils pourront être diffusés. Dernière partie de mon intervention, justement pour vous parler plus d'éducation et d'IA. Il se trouve qu'on a, avec le consortium OpenLLM France, répondu à l'appel à projet de France 2030 sur le développement de communs numériques pour l'IA générative, pour justement développer un modèle fondation, donc en l'occurrence le fameux Lucie, et on va l'appliquer sur un cas d'usage très spécifique, en l'occurrence le domaine de l'éducation. Donc on a embarqué en fait notamment une association qui s'appelle ClassCode, que vous connaissez vraisemblablement, qui est un des acteurs importants de la formation aux mathématiques. J'imagine que Alexis qui contribue au commun numérique libre référencé par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de ce projet ? Eh bien, on va faire une IA générative dédiée, comme je disais, au monde de l'éducation, entraînée sur des corpus académiques, notamment les fameux corpus fournis par la Direction numérique pour l'éducation, oui voilà, la DNE, qui publie en fait un corpus académique des ressources libres pour l'éducation, hein, les RLE. Et donc, on va travailler avec tous ces gens-là pour avoir une IA qui va permettre, voilà, grosso modo, ça va être une IA d'apprentissage, mais dont on connaît la qualité en fait, des données, sur lesquelles on pourra avoir confiance, qui pourra être entraînée spécifiquement sur des contextes spécifiques, et dans des contextes en fait, spécifiques. Je vous laisserai en fait, regarder le sujet dans le détail. Il va y avoir une publication, puisqu'on a été nommé, enfin sélectionné lauréat le 21 mai dernier à l'occasion de cette soirée que le président de la République avait organisée à l'Élysée. Donc tout ça est assez récent. On est en cours de publication. Il faudra juste suivre en fait les travaux. Vous aurez ça à travers OpenLLM France et où l'Inagora. Et donc certainement une des bonnes idées pour 1001 parcours, ça serait, alors, on est bien évidemment ouvert à toute coopération et à toute collaboration. C'est le principe même du logiciel libre, de l'open source, des communs numériques. Et il faut certainement imaginer avec les chambres de commerce et d'industrie comment on peut servir de Lucie et en fait de ces travaux autour de cet appel à projet pour faire rentrer des cas d'usage spécifiques sur les besoins métiers. J'ai bien entendu là, les 3 niveaux de formation, enfin les 3 actions, enfin les 3 niveaux d'action des chambres de commerce, y compris la formation professionnelle pour les TPE et les PME. Voilà. Et donc tout ça pour dire que c'est possible. Non seulement c'est possible, mais il faut le faire. Hein. Et donc, et on est là pour co-construire ça avec vous. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup Alexandre. Mille Parcours se construit avec 5 partenaires technologiques qui sont un peu là dans la salle, et notamment avec Matt Sonati qui est là-bas et qui est notre coordinateur technique. Peut-être que vous pourrez échanger après. On n'a pas spécialement prévu tant de questions-réponses, mais je pense que c'est quand même intéressant de vous poser tous les deux 5 minutes sur le canapé pour répondre aux questions de la salle, et probablement... Voilà, donc j'ai compris qu'Alexandre nous invitait tous bientôt à la Villa Good Tech en bord de Seine pour une journée sur l'éducation, voilà, à laquelle on sera très content de participer. Je ne sais pas si c'est la première des questions, mais là, en tout cas, la réponse est oui. Voilà. Vous êtes toutes les bienvenus, tous et toutes les bienvenus. Tu as oublié de mentionner qu'il y a aussi une piscine. Alors on va vraiment venir. Ce sera peut-être mieux que la Seine. Une petite question à l'un et à l'autre. Nous, au niveau des CCI, on se pose un peu la question de savoir comment on va convaincre les formateurs à venir justement sur la production de communs. Donc Serge qui nous disait que les formateurs par essence étaient plutôt humanistes et du coup aller sur la production. On se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. On a des formateurs qui sont soit salariés d'un centre de formation, soit des fois prestataires. Et pour le coup, quand ils sont prestataires, ils travaillent pour eux. Comment on peut arriver à les convaincre de produire pour le commun ? C'est vraiment une des questions que j'ai soulevées. C'est comment on arrive à faire que la communauté soit heureuse et envie de produire. Et je vais dire qu'il n'y a pas de... Alors, désolé, je ne vais pas avoir de réponse unique. Je pense qu'il faut accepter la diversité. Donc, il faut accepter qu'il y ait des enseignants qui connaissent beaucoup de choses et qui ont envie de transmettre. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas leur mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire, les aider, les encourager. Il faut aussi admettre qu'il y ait des enseignants qui travaillent pour des boîtes qui ont, par nécessité, doivent faire du profit. Et dans ces cas-là, ce n'est pas forcément un commun. Ça peut être un commun, mais il faut rétribuer à sa juste valeur le travail, donc il faut trouver des sources de financement. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de solution unique, et qu'il faut au contraire faire dans la dentelle et faire dans la qualité et dans la dentelle. Cela dit, il y a quand même la base, et c'est là-dessus que j'ai quand même vraiment insisté, c'est le fait que les gens doivent être heureux à faire ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il faut les protéger, il faut les encourager, il faut les protéger. Alors, en écoutant ton exposé, j'ai beaucoup pensé à ça. Il faut aussi protéger ça de façon légale. Parce que moi, je veux bien, ce que tu fais, c'est génial, mais si c'est pillé par les GAFAM, si les GAFAM se retrouvent dans des modèles où il faut reconnaître, moi je discute beaucoup avec les gens de Meta, ils ont un fric pas possible pour développer ça, ils ont des ingénieurs superbes, etc. Donc ils sont déjà en train de travailler sur la prochaine génération. En tant que chercheur, je trouve passionnant ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, si vous avez été impressionné par ChatGPT, vous allez voir ce qui arrive. Hein. Ça bouge très très vite. Et donc, il faut que les gens qui font ça avec des communs, avec les ressources communes, soient protégés et qu'on les défende contre des... alors, je vais dire prédateurs. Les GAFAM sont prédatrices dans ces cas-là, mais j'ai rien contre. Si c'est la loi, si elles appliquent la loi, elles font leur boulot, hein, elles maximisent leur profit, c'est la loi. Donc il faut protéger des activités qui soient plus ouvertes, disons un peu puristes, comme tu l'as dit. Alors moi j'ai une question sur le chat si vous voulez bien. Une question d'Alexandra qui vous demande, je pense qu'elle s'adresse à Alexandre, quelle est la prise en compte de l'IA Act dans vos travaux ? Qu'en est-il également concernant l'impact environnemental fort de l'utilisation de l'IA ? Alexandra, bonjour. Alors, prise en compte de l'IA Act dans nos travaux. Alors, l'IA Act, non... Une des particularités de l'IA Act, c'est qu'elle distingue justement les IA commerciales des IA réellement open source. Et il y a eu beaucoup de travaux pour essayer de permettre aux acteurs de l'IA open source de ne pas être soumis aux mêmes obligations que les fournisseurs d'IA traditionnels. Et c'est normal parce que eux, comme ils ne veulent pas dévoiler ni leur méthode d'entraînement, ni leur dataset, ils sont soumis à plus d'obligations parce que
un tiers peut pas venir faire de la vérificabilité, de l'explinabilité des comportements de leur IA, et donc voilà, et donc eux-mêmes ont beaucoup plus de contraintes, et donc nous on sort en fait de ce champ des contraintes parce qu'on fait de l'IA open source et on y tenait beaucoup. J'en profite aussi pour faire le lien avec ce que tu disais, Serge. Je suis assez convaincu de l'idée qu'il faille trouver les voies et les moyens de protéger ceux qui essaient de faire les choses bien. C'est pour ça que j'aime bien cette analogie avec l'agriculture. Dans le fond, si on laisse faire les grands agriculteurs industriels, ils bousillent la planète, mais ils bousillent aussi toute la compétition, et ils tuent les agriculteurs qui essaient de bien faire en respectant la nature, en respectant les autres, les circuits courts, etc. Et donc il a fallu créer des mécanismes de régulation, de protection, de subventions spécifiques, etc. pour permettre à cette agriculture alternative d'émerger et de résister face aux grands syndicats professionnels, aux acteurs de la FNSEA, et à la monoculture, etc. Et donc, si on veut de la biodiversité numérique, eh ben, il faudra créer les conditions et les moyens pour ça. Et c'est pour ça que moi, je plaide, j'en profite pour passer le message, ça peut intéresser certains d'entre vous, pour le développement, après AI Act, au niveau européen, de faire un open source Act. Voilà, je l'ai dit. Et ensuite, sur la partie consommation énergétique, oui, les IA, elles sont consommatrices d'énergie, c'est une absolue réalité. D'un autre côté, elles permettent énormément de gains de productivité. Ça permet en fait de transformer la société. Quand demain, on va plus être obligé de faire 10 fois la même réunion parce que toute l'intelligence cognitive sera à l'intérieur d'un professionnel LLM grâce à la transcription, et ben on va s'économiser tous beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on n'aura plus besoin de se réunir de la même façon. Et donc les externalités positives, d'une manière générale, du numérique et de l'IA sont, à mon avis, sans commune mesure par rapport au coût énergétique. Néanmoins, il faut faire des LLM plus sobres, donc plus petits, plus spécialisés, et ça fait partie de notre thèse et de nos travaux de recherche. Et dernier élément pour Serge, si tu es impressionné par ce qui se passe chez Meta, ça ne m'étonne pas, mais viens à l'Inagora. Hein. D'ailleurs, on devait en fait présenter ton bouquin à l'Inagora, et tu verras qu'on fait beaucoup de travaux de recherche, et y compris chez nous, on est en train de défricher les prochaines étapes d'un point de vue multimodal, par exemple, comment on interagit à travers la voix ou la vidéo avec des IA. Et le seul truc, c'est que nous, on n'est pas bon pour faire de la pub, parce qu'on n'a pas d'argent. Et donc, c'est très difficile de faire savoir tout ce qu'on fait de bien. Et puis, ben, quand il y a des grands chercheurs comme toi, ben, nous, on est moins sexy. Donc, les grands chercheurs, ils viennent moins nous voir, nous. Et ils préfèrent aller voir, en fait, Meta et Google. Parce que ben, voilà, ça s'appelle... parce qu'ils t'invitent. Alors, Serge, je t'invite devant témoin, devant Alexandra. Alors, je vais vous remercier tous les deux parce qu'on n'a pas le temps de prendre plus de questions, mais il y a largement matière à aller tous. Du coup, on a entendu ton invitation, Alexandre, pour organiser peut-être une après-midi ou une journée dédiée. Serge, ça serait aussi intéressant que tu viennes présenter ton livre au comptoir du numérique, qui est notre webinaire d'acculturation, puisqu'on travaille la culture de la mutualisation pour que le projet marche. Et qu'on ait une certaine aussi écologie dans les ressources qu'on produit, qu'on va produire ensemble et qu'on puisse réutiliser. Merci à tous les deux.